Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui. On est en ce moment fin août 2023 et on se retrouve pour probablement ce qui va être l'avant-dernier point sur mon investissement sur ce PEA. Alors pourquoi l'avant-dernier? Puisque comme on va le voir, on va bientôt arriver au plafond de cumul de versement. Alors, petit récap aujourd'hui, donc on est toujours sur un PEA qui a été ouvert en mars 2020. Donc on avance petit à petit sur l'avantage fiscal qui, je vous le rappelle, est au bout de 5 ans pour faire des retraits sans clôturer votre PEA et surtout en pouvant profiter de l'avantage fiscal qui consiste à ne pas payer d'impôt sur le revenu sur vos plus-values. Donc pour moi, ce sera en mars 2025. Donc aujourd'hui, on est sur un total en latent à 151 000 euros. Donc on n'a toujours rien du tout en espèces, hein. Ça c'est vraiment ma marque de fabrique. Je garde zéro liquidité en cash pour réagir au marché parce que mon but c'est vraiment d'être à 100% investi à tout moment, selon la théorie que je suis incapable de prévoir quand est-ce que ça va baisser ou augmenter. Donc l'évaluation de mes titres au total, 151 000 aussi. On a 5 000 euros de plus-value, un peu plus de plus-value réalisée sur les différentes ventes qui ont été faites, notamment quand j'y ai été contraint sur des ETF qui n'étaient plus listés sur le PEA. Et ça, c'est le chiffre important, on est sur un cumul de versements à 144 000 euros. Pour rappel, le plafond des versements est à 150 000 euros. D'ailleurs, vous pouvez le voir ici, hein, je suis au-delà des 150 000 euros, donc bien évidemment, ce plafond, il ne vous empêche pas de gagner de l'argent, personne ne va venir vous taper sur les doigts si vous avez plus que 150 000 euros sur votre PEA. 150 000 euros, c'est vraiment un plafond de versement. Et par contre, ensuite, votre PEA, il peut très bien valoir 200, 300, 400 000 euros, si tant est que vous avez des performances qui sont intéressantes sur de longues périodes. Donc 2023, pour l'instant une très bonne année, hein, on est à quasiment 8% sur mon portefeuille, on est toujours battu par le CAC 40 qui fait un run absolument incroyable ces dernières années, mais c'est le jeu. Pour le coup, août a été plutôt mauvais pour l'instant, moins 5%, mais bon, globalement ça se passe bien, hein, on est quand même sur des bons chiffres. On garde donc une prépondérance majoritaire de tout ce qui est S&P 500. Via cet ETF Lixor, on est sur à peu près 50% de mon portefeuille, un peu moins, ouais c'est ça, 60 000 sur 140 000, tout petit peu moins que 50%, mais sachant qu'on a aussi cette ligne qui est finalement un ETF leverage, mais qui est aussi sur le S&P 500. Alors plus précisément, il est sur le MSCI USA, mais ça change pas grand-chose. Donc tout ça, c'est Amérique. Ensuite, on a 38 000 euros sur toute la partie Asie, qui reste, qui fait encore la gueule, hein. D'ailleurs, c'est pour ça hein, que mon portefeuille fait une performance moyenne qui est quand même moindre que des portefeuilles standards type S&P 500, CAC 40 ou MSCI World. C'est parce que j'ai une part extrêmement importante de mon portefeuille, 25% à peu près, qui est focalisée sur l'Asie et les pays émergents d'Asie. Or, c'est une ligne qui me fait perdre beaucoup d'argent, hein, parce qu'on est à moins 10% en cumulé sur un gros montant évidemment. Pour le coup, l'Europe se porte aussi très bien, hein, ça, y a pas de souci. On a toujours notre ligne sur l'Amérique latine à 6 000 euros, qu'on garde pour de la diversification, même si en réalité elle est très largement surpondérée par rapport à la capitalisation des entreprises qui s'y trouvent. Mais ça m'embête de vendre juste pour optimiser. Je me dis que même s'il n'est pas équilibré, je préfère garder un portefeuille qui n'est pas équilibré parfaitement, mais ne pas vendre et racheter pour essayer de l'optimiser. Parce que sinon, je serais trop tenté toutes les 2 semaines de me dire ah mais non, en vrai, je devrais avoir 33,2% et pas 32% de telle région. Du coup, je vais acheter et revendre. Et en fait, à chaque fois que j'achète et que je revends, je me tape des frais. Donc finalement, je préfère accepter d'avoir un portefeuille qui n'est pas parfaitement équilibré et simplement rouler avec, quoi. Ici, on a de l'ETF Nasdaq, donc ça encore, c'est des États-Unis sur de la technologie que j'avais acheté il y a un petit bout de temps. De la small cap en Europe, le CAC 40 et Orpea, toujours en ligne, j'ai envie de dire, emblématrice, c'est français ça? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un emblème de mon PEA puisqu'il est à moins 95,5%, mais on garde cette ligne, hein, parce que même si elle vaut 10 euros, elle nous rappelle tout le temps qu'on vérifie notre portefeuille que sélectionner des actions peut mener à ce résultat, et donc il ne faut pas le faire. Donc très important de ne pas vendre cette ligne, c'est psychologique, mais ça peut nous sauver.
Donc voilà pour le petit récap de où est-ce qu'on en est sur notre PEA. On va faire un petit récap aussi sur la performance. C'est ce que je voulais vous montrer, c'était justement le comparatif par rapport à... On a dit qu'on a commencé quand? On va dire qu'on a commencé... Oula, ça fonctionne ça? J'aimerais bien faire le comparatif par rapport au... Non, ça aussi ça fonctionne pas, hein. On va faire à l'ancienne. Je vais faire un comparatif de la performance de mon PEA si Internet me le permet. Je suis pas sûr qu'Internet me le permette. Hop, donc juste là, on va le comparer avec CW8, c'est-à-dire la performance effectivement de l'ETF Monde. Donc sur un an, on est kiff-kiff, hein. Sur un an, on est kiff-kiff. Par contre, sur 5 ans, on voit bien qu'il y a une surperformance de l'ETF Monde parce que tout simplement, il exclut tout ce qui est Chine, Taïwan, etc., qui a eu des performances plutôt mauvaises, notamment à cause de l'instabilité politique hein, qui existe sur Taïwan, parce que il faut comprendre qu'une grosse partie de l'ETF Emerging Market Asia, c'est TMC Conductor, une énorme capitalisation sur tout ce qui est semi-conducteur. Donc, a priori, un marché d'avenir, hein, mais un marché qui est vraiment assez menacé par justement les tensions géopolitiques qui existent entre la Chine et Taïwan. Donc voilà pour la performance, hein, qui est quand même tout à fait raisonnable, mais qui n'est pas aussi bonne qu'un ETF monde. Donc, bon, finalement, si vous voulez faire simple, ne vous embêtez pas, faites de l'ETF monde, ce sera plus simple et probablement plus rentable. Et enfin, finalement, voilà, une petite réflexion sur et ensuite, puisque là, concrètement, on est en août, l'objectif, ça va être d'arriver aux 150 000 euros de versement à la fin d'année, donc en décembre 2023. À ce moment-là, notre portefeuille sera complet, donc on pourra juste le laisser. Et on va se poser la question de quoi faire ensuite, sachant que ça représente aussi en parallèle une somme qui correspond assez bien à un portefeuille étant capable de générer assez d'argent pour correspondre à mes dépenses actuelles, compte tenu de mon mode de vie assez frugal et du budget que vous avez peut-être vu lors des dernières vidéos. Donc finalement, pourquoi on va épargner ensuite? Alors toute l'année prochaine, j'ai encore un plan d'épargnement qui fait sens. Je vais provisionner, c'est-à-dire que je vais mettre de côté sur des livrets de manière liquide assez d'argent pour rembourser le reste de ma dette, de mon emprunt que j'avais fait pour investir justement. J'avais fait un emprunt de 14 000 euros, il me reste environ 8 000 euros à rembourser, à raison de 300 euros par mois. Je ne vais pas le rembourser en anticipé parce que c'est un prêt que j'ai fait à 0,75%, donc autant dire que c'était de l'argent gratuit. Par contre, je vais mettre de l'argent de côté, comme ça virtuellement, voilà, je pourrais me dire que ces 8 000 euros, ils sont remboursés. L'idée, ça va être aussi de mettre de côté assez d'argent pour que ça représente une bonne année de dépenses. Donc disons quelque chose comme 5-6 000 euros, ce qui est largement au-dessus de ce que je dépense aujourd'hui, mais voilà, pour me laisser un peu d'air. Et ensuite, on aura finalement toute la fin d'année et toute l'année prochaine pour se dire qu'est-ce qu'on fait ensuite. Parce qu'il y aura vraiment une question finalement à se poser en termes de taux d'épargne. Mon objectif initial, il était clair, c'était de maximiser mon taux d'épargne le plus tôt possible, parce que eh bien, je pense que un des facteurs les plus importants pour se constituer un patrimoine, c'est le temps que l'on épargne. Donc l'argent épargné à 20 ans vaut beaucoup plus que l'argent épargné à 30 ans. Donc c'est vraiment sur cette logique que j'ai maximisé le taux d'épargne. Néanmoins, je pense que là, je vais avoir atteint des seuils qui sont cohérents avec mon mode de vie. Et donc, je vais me poser la question de, voilà, qu'est-ce que je fais finalement? Est-ce que je trouve d'autres manières d'utiliser mon argent? Est-ce que j'investis différemment? Il y a évidemment la question de l'enveloppe fiscale qui va se poser, puisque je ne pourrais plus investir sur mon PEA si je veux continuer d'accumuler du patrimoine. Néanmoins, cette question elle a déjà été résolue, c'est-à-dire que pour moi, c'est assez clair que si je veux continuer à accumuler du patrimoine, on sera sur du compte titre ordinaire et non pas sur de l'assurance vie, tout simplement pour éviter les frais courants année par année. Mais il y aura sans doute aussi une modification de la stratégie et une modification probablement, en tout cas c'est mon souhait, du taux d'épargne pour qu'il diminue d'une manière ou d'une autre, sachant qu'aujourd'hui je suis à un taux d'épargne d'environ 80%. L'objectif, ça serait en 2025 d'arrêter d'avoir un taux d'épargne aussi important,
Donc probablement de le réduire entre 0 et 50%. Donc on verra, on aura toute la fin d'année, toute l'année prochaine pour y réfléchir. Et puis j'espère que vous serez là pour voir comment ça évolue. Et je vous dis à ciao pour la prochaine. Bye bye.